Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 1058. Quel chapitre de ouf les amis. Alors comme d'habitude je vous rappelle, je prends le chapitre et petit à petit avec vous je fais défiler les pages et je vous donne mon avis sur ce qui arrive dans le chapitre. Alors comme la critique analyse d'hier, pour le chapitre 1057, vous vous doutez bien, j'ai toujours le Covid, je suis toujours fatigué. Donc je vous prie de m'excuser si vous trouvez que je suis un peu moins dans le rythme, un peu plus mou. C'est pas que j'ai pas aimé le chapitre ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis crevé. Voilà, donc comme je l'ai peut-être pas dit, mais du coup je vais le dire maintenant. Prenez soin de vous, faites attention à cette cochonnerie. Pour vos proches, les gens qui sont sensibles à cette merde et tout, c'est quand même une sacrée merde. Donc, prenez soin de vous, de vos proches et aussi des autres, c'est important. Alors, ce chapitre 1058, les amis, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'est un chapitre incroyable. C'est un chapitre incroyable avec les primes. On va donc, en avançant dans le chapitre, découvrir les primes. On va avoir des moments comiques, comme d'habitude. On va avoir des révélations sur Cross Guild. On va avoir les révolutionnaires. Quel chapitre de ouf. En réalité, je trouve que c'est vraiment un très très bon chapitre, les amis. N'hésitez pas dans les commentaires à tout de suite me dire si vous trouvez. On va faire un truc, genre, je trouve un truc, genre, pour que dans les commentaires, on se met des notes, ou vous me donniez une note. Ouais, moi je trouvais 14 sur 20 chapitre, tu vois, ou un truc plus simple, mais ce serait cool que. N'hésitez pas à me dire si vous a plu, je pense qu'il vous a plu forcément, vu le chapitre que c'est. Alors on commence bien sûr ce chapitre 1058, le nouvel empereur, avec la suite de l'aventure du Germa 66. Et on voit que par rapport au chapitre 1057, là, César est avec les Germa qui ont pris cher quand même dans leur combat. On peut voir qu'ils sont un peu blessés et tout, ils sont un peu dans le mal. Et là, César leur dit « Emmenez-moi avec vous, aidez-moi à m'échapper ». Ce qui est intéressant, c'est de se dire Judge a été dans le groupe scientifique avec Queen et avec Vegapunk. César, c'est vraiment genre low cost Vegapunk tout pourri là. Qu'est-ce que va penser Judge s'il vient avec eux? Qu'est-ce que César peut amener pour les Germa, pour le futur, pour le scénario, pour le futur, pardon. Intéressant à suivre, parce que c'est important, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un quand même qui a un pouvoir assez fort. Ça reste, même si je vous dis c'est un scientifique de pacotille à côté de Vegapunk, à côté de Judge et de Queen, ça reste un très bon scientifique. En plus, plutôt dans tout ce qui est les armes et toutes ces cochonneries. Donc à voir. On ouvre le chapitre avec la première page, les amis, avec tout simplement, une nouvelle fois, Nami qui a démonté la tronche, mais démonté la tronche de Luffy. Mais c'est pas, elle l'a mis dans une cage à oiseaux. Voilà, c'est pas comme d'habitude où elle lui met une pêche sur la tête et puis c'est fini. Non, là, elle l'a dégommé, elle l'a foutu dans une cage. Et elle lui dit clairement, t'as foutu la vie de tout le monde en danger, espèce d'abruti. Donc bien sûr, ça fait référence à ce que je vous disais dans le chapitre 1057, avec Loki et Luffy qui, encore une fois, avec leur délire entre eux, sautent de la cascade comme des gros bourrins. Au lieu de faire attention aux autres, ils font encore un concours d'ego de qui est la plus grosse. Mon ami lui dit qu'il y a des limites quand même à être con, quoi. Genre un mot, au bout d'un moment, Luffy, faut faire travailler tes méninges, quoi. On a Jinbei qui rigole et qui dit tout le monde est sain et sauf, faut pas s'énerver pour ça, quoi. Genre il rigole et dans la bonne ambiance. Et là, Nami qui donc lui dit tu es beaucoup trop indulgent, et surtout ce qui est intéressant, c'est les éclairs noirs. Pourquoi Oda fait ça? Jinbei qui dit c'était du fluide royal, cette case est ultra importante. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, je pense cet effet comique. C'est-à-dire,
je pense, Nami n'a pas le haki des rois et que Oda nous fait un effet comique. Maintenant, pourquoi il a besoin, alors qu'il ne le faisait pas avant, il ne le faisait pas avant de mettre les éclairs. Donc pourquoi il le met là alors qu'avant il ne le mettait pas? Avant on se disait juste bon c'est l'effet comique donc elle peut le défoncer. Là il met. Jinbei fait la réflexion. Donc mon avis c'est un effet comique. Mais méfions-nous parce que Oda donne quand même à Jinbei la réflexion. Et dessine quand même des détails comme quoi c'est réel. Donc je pense que c'est pas un truc qu'il faut qu'on prenne à la légère ça, parce que c'est un coup, est-ce qu'ils nous mettent ça là, tu vois, qu'ils nous mettent le haki des rois de Nami, puis nous on est tellement crédules qu'on se dit putain mais Oda mais quel couillon quoi, il nous a mis ça là pour nous faire le côté comique, et puis alors qu'en fait elle a vraiment quoi, et que dans 200 chapitres quand on la revoit utiliser le haki des rois, pas le maîtriser, je vous dis pas le maîtriser, mais en dégager un petit bout, tu sais pas comment, on soit là, ah mais merde en fait il y a 200 chapitres quand elle avait foutu dans la cage à oiseaux, elle avait vraiment le haki des rois, cette couillonne de Nami. Donc moi je vous dis, il faut prendre avec des pincettes, faut pas l'oublier, faut le mettre dans une case à mode Oda a dessiné ça et a fait dire à Jinbei cette réflexion. Mais c'est peut-être que du comique. Voilà. Faut pas, vous voyez, faut se mettre dans le juste milieu et attendre. On va voir, ok? Donc on continue, on est dans la bonne ambiance. Ça fait très longtemps, comme j'avais dit, ça fait des années qu'on n'avait pas vu tous les Mugi de nouveau sur le Sunui, et on est tout de suite dans l'ambiance. Et là on voit Zoro qui dort, on voit Usopp et Chopper derrière un tonneau en mode laisse tomber Jinbei, vaut mieux rester loin de Nami quand elle est énervée. Et bien sûr Franky qui est hyper fier et qui dit bah vous avez vu ça, putain le Sunny c'est du béton, hein. Même après une telle chute il n'y a aucune casse, il n'y a rien de cassé, let's go quoi. Ensuite Robin reçoit le journal et les nouvelles jaffies de recherche, et ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est ce qu'on voulait, les avis. Les nouvelles avis de recherche des Mugiwara. Donc là on a Sanji, fais-moi voir ça Robin-chan. Voici dans l'ordre croissant la liste des primes offertes pour Luffy au chapeau de paille. Empereur à la tête des 5600 membres de l'armada du chapeau de paille, et pour les 9 lieutenants principaux de son équipage. Chopper, Milberry, bon, moi j'avoue que ça, serais Chopper, j'en aurais marre quoi. Et d'ailleurs il en a marre quoi. Je me demande s'il m'a pris d'augmenter, c'est une blague, super l'augmentation quoi. Genre Milberry, bon. Alors j'ai vu quelque chose qui était assez cool sur Twitter quand je regardais un peu les réactions des gens. Quelqu'un disait, imaginez cet imbécile heureux de Chopper, en fait a plusieurs primes. Une prime selon moi j'y crois pas trop. Mais une prime selon la forme qu'il prend. Donc, en fait, il aurait... c'est juste qu'il serait pas reconnu dans ses formes, ses autres formes. Et donc, il donnerait pas sa prime... Enfin, non, c'est quand même très con. On oublie ce que je viens de dire. Moi, c'est quand même très con. Mais bon, c'était quelqu'un qui disait ça. Je trouvais ça assez rigolo de se dire ça serait drôle. Je me suis dit ça serait drôle qu'en fait, il a des primes incroyables, Chopper, avec ses autres formes. Juste, il les connaît pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu con quand même. Enfin, c'est pas trop logique. Bon, bref. Donc Chopper, Milberry, on est sur le rolling gag comme d'habitude. Nami qui passe à 366 millions, pas mal, pas mal. Brook, 383 millions, pas mal. Pour moi, il vaut beaucoup plus, mais c'est pas grave. On a ensuite Franky, qui d'ailleurs est très étonné de voir que c'est le Sunny, la proue du Sunny, qui est mis sur sa prime. Donc prime, 394 millions de berry, pas mal. Je lui aurais donné plus. Usopp, 500 millions, pas mal. Je trouve que pour le coup, lui, sa prime colle plus. Personnellement, j'aurais donné 400 millions à peu près pour Nami. Bien 500 millions pour Brook. Moi, j'oublie clairement pas son face avec Big Mom à Totland. Je trouve que la marine n'est pas au courant, mais c'est un moment qui est trop classe pour lui. Franky pareil, 500 millions. Usopp, ouais, 500 millions, ça me choque pas. Robin qui a enfin une prime de 930 millions de berry qui frôle le milliard. Et c'est logique en réalité les amis, parce que le gouvernement apprend l'éveil de Nika,
apprend la victoire de Luffy par rapport aux empereurs. C'est le changement d'équilibre pour le monde va changer. Et surtout, le pirate Monkey D. Luffy, qui est avec l'enfant du démon, Nico Robin, qui est avec la seule survivante d'Ohara, va enfin, ils le savent, pouvoir rentrer dans la course pour aller vers Loftail. Et donc découvrir, grâce à Robin, quelle est l'histoire ancienne et antique du monde. Donc, c'est maintenant ou jamais que, bon, bordel, on a envoyé le CP9 à une époque, là il y avait le CP0 qui s'intéresse à Robin, bon ben là les gars on met une prime et on arrête de s'attendre, de miser que sur nous. Si des pirates la chassent, qu'ils la chassent, parce que dans tous les cas il faut qu'elle soit attrapée quoi. Et 930 millions c'est déjà beaucoup quoi. Sanji, 1 milliard 32 millions, pas mal, pas mal. Jinbei, 1 milliard 100 millions, pas mal, pas mal. Zoro, 1 milliard 111 millions, pas mal, pas mal, pas mal, c'est pas mal. J'aime bien, j'aurais donné plus. Moi j'aurais donné 1 milliard 100 millions, j'aime bien pour Jinbei. J'aurais donné 1 milliard 300 millions à Sanji, j'aurais donné 1 milliard 500 millions à Zoro si ça avait été moi. Mais je trouve que ça colle. Alors je suis assez surpris que Sanji soit 4ème maintenant dans la hiérarchie des primes. Mais c'est comme Oda a l'habitude de faire, c'est pour faire les échelles de primes et faire le running gang entre Zoro et Sanji. Sanji s'était moqué de Zoro quand il était passé devant lui dans sa prime. Là, Zoro se moque de lui et le taquine en le taclant en parlant à Jinbei. C'est toujours pour mettre leur relation que Oda fait ça. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que dans la cohérence, j'aurais quand même trouvé ça plutôt logique que Zoro ait 1,5 million, Sanji 1,3 million, Jinbei 1,1 million. Et ensuite, Luffy au chapeau de paille, grand capitaine et empereur, prime 3 milliards de berry. Et qui est avec Luffy dans ce cage à oiseaux, là, tout balafré. Avec derrière Zoro et Sanji qui sont en train de se foutre l'un sur l'autre. Mais ça n'a aucun putain de sens, si vous voulez. Enfin, franchement, hein, moi j'adore ce chapitre, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, donc on a eu les nouvelles primes. Moi je trouve que dans l'ensemble c'est assez cohérent. Comme je vous dis, j'aurais un peu surélevé les primes quand même. Maintenant c'est vrai que pour un équipage, une dizaine de personnes, on est quand même sur un équipage qui a de fortes primes. Hein. Je crois que si on cumule le tout, on a plus de 8 milliards, sachant que Yamato arrivera un moment sur l'équipage, viendra à bord. Donc on peut rajouter une prime à peu près, je pense, d'1 milliard à Yamato. Donc on peut encore mettre une personne très puissante à l'équipage. Je pense que Carotte, on n'a pas de nouvelles. Donc je pense possiblement, moi c'est mon avis, je pense qu'au 1059 on sera fixé. Pour moi c'est très bizarre qu'Oda ne nous ait pas fait de revoir avec Carotte. C'est un personnage qu'il a mis énormément en avant à Totland, etc. Enfin, qui est lié au... C'est très bizarre. Donc, si Carotte vient, on peut rajouter encore un peu, on va dire, allez, pour être logique, 400 millions de primes par là, donc 350, 400 millions de primes. Donc, on est sur un équipage qui a, au global, pour une dizaine de personnes ou un peu plus, énormément de primes. Énormément, hein, pour si peu de personnes. Et ensuite, on arrive sur Crossguild. Avec cette double page, et ce baggy dans un état... Oh, Mihawk et Crocodile sont d'une classe phénoménale. Ancien corsaire, Sir Crocodile et ancien grand corsaire Dracula Mihawk. Mais c'est incroyable, ils ont trop la classe. Ils dégagent un truc les deux. Et bien sûr, Baggy le clown aux 1000 pièces qui est effectivement une fraude. Ça n'a pas bougé. Grand corsaire, il le méritait déjà pas et empereur, il le mérite toujours pas. C'est une fraude qui supplie sa vie aux deux, qui leur dit mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre, j'en peux plus. Laissez-moi vivre, ne me butez pas, ne me tuez pas, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Et Crocodile qui leur dit mais tu te rends compte de ce que ça fait, tu sais ce que je ressens. Le mot humiliation, c'est pas assez fort Baggy pour ce que tu viens de me faire, OK? Parce qu'en fait, on apprend que Crocodile est l'initiateur de Cross Guild avec Mihawk. Mihawk qui leur dit, inutile de supplier, etc. Mr. Free, qui est assez heureux de revoir Crocodile, qui lui dit qu'il est assez heureux de pouvoir le servir de nouveau. Bon. Je suis assez surpris. Pour moi, Mr. Free oublie un peu que Mr. One devait l'assassiner et que Crocodile n'avait rien à foutre de lui. Mais pourquoi pas. Je trouve que ça aurait été plus sympa. Là, il y a ce côté, Baggy lui dit, ouais, trahi, tu me trahis. Mr. Free qui lui dit, bon, j'ai jamais été sous tes ordres, blablabla. Bon, bizarre. J'aurais bien aimé quand même que Mr. Free, Baggy
Ils viennent d'Impel-Down, ils ont été libérés d'Impel-Down ensemble, et un peu une histoire. Pas qu'ils soient sous ses ordres, mais qu'ils soient potes, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Après, Mr. Free, il a toujours eu du respect pour Crocodile, ce qui est logique parce que Crocodile est incroyable de charisme. Mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris. On voit d'ailleurs les commandants frauduleux de Baggy qui sont là en train de bouffer comme des gros tas et de se dire bon, ben on fait quoi maintenant parce que Baggy il est mort, hein, c'est fini. On se met avec Crocodile. Bon, ben let's go, on se met avec Crocodile. C'est assez bon. Bon, mais voilà, Baggy, quoi, de la fraude jusqu'au bout, hein, du début jusqu'à la fin. On a un petit flashback. Enfin, pas vraiment un flashback. On voit plutôt Mihawk qui est en train de se souvenir quand Crocodile lui a téléphoné. C'était au moment où la marine est venue l'attaquer sur son île. Son île qui est trop classe en réalité, Mihawk. Moi, j'adore son île. Et on voit la marine encercle actuellement mon île, ça ne me régit pas, je vais devoir déménager. Mihawk qui est complètement chill en fait, le mec, c'est le meilleur escrimeur. On le verra en plus, ça nous l'a confirmé par Oda un peu plus tard dans le chapitre. Mais lui, c'est le meilleur dans son art, il en a rien à foutre, il va être tranquille, il est surpuissant, putain laissez-le sur mon île en train de picoler mon vin quoi, et c'est tout quoi. Et Crocodile qui lui dit, bah en fait, rejoins-moi en fait, parce que... Bon, ben voilà, si on forme une organisation, elle sera incontournable aux yeux de la marine, il y aura plus de respect, on nous emmènera pas, tu seras tranquille, quoi. Puis bon, autrefois, on t'appelait le chasseur de marine, donc bon. Un peu en plus, on a quelque chose en commun, ça on fait confiance à personne. Donc bon, autant s'allier, et puis voilà. Donc, Crocodile qui pense à ça. Ça continue. On a maintenant, après, hop, Baggy qui se remémore. Le moment où la marine est venue le chercher, voilà, donc il se remémore le moment où il allait partir en douce. Mais en fait, la marine est déjà attaquée par Crocodile. Et donc on voit des mecs qui disent putain, mais il y a une rumeur qui dit que Crocodile c'est un disciple de Baggy. Non mais ça n'a aucun sens. Je sais pas où ils entendent ces rumeurs, les mecs de Baggy, mais c'est des... Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour nous sortir de cette situation désespérée. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, tout est bordélique chez Baggy, quoi. C'est-à-dire que lui, il est frauduleux. Son équipage, c'est des mecs qui pourraient le buter Baggy, mais qui le prennent pour un mec. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qui est trop cool avec Baggy, quoi. C'est-à-dire que Baggy, on le voit avec Mihawk et Crocodile. Bon, bah, il lui pète la gueule et frérot, tu vas répondre de tes actes. Mais tous les mecs qui prennent Baggy pour un mec de ce gabarit-là, ils sont en mode, mais Baggy, vous êtes un phénomène, vous êtes surpuissant. Et c'est ce que pense la marine, en fait. C'est que la marine se dit ça, se dit, mais putain, ancien membre de l'équipage de Roger, pote du roux, machin, bidule, tratati, tatata. Bon, bah c'est un mec respectable, mais en fait pas du tout, c'est un bouseux, tu vois, c'est une merde, Baggy, quoi. Bon, et Baggy, dans le coup, on apprend que en fait, il a des dettes envers Crocodile. Et Crocodile vient... Ah, mais il a récupéré ses thunes. Voilà, et vu qu'il est pas con, il se doutait que Baggy allait se barrer, donc il en a profité pour vite se ramener avant qu'il se barre. Parce que sinon ça aurait été chiant, il aurait fallu qu'il retrouve Baggy et tout, ça aurait été chiant. Donc ensuite, voilà, ça se parle, tranquille, Baggy se soumet tout de suite, hein, y a même pas de tentative de quoi, de rien du tout. Baggy se soumet, il se met à ses ordres, paf, il lui dit qu'il a pas une thune, donc il met à service le service de Baggy, ses hommes, machin, bidule. Il lui dit, je vais te faire des affiches pour publier, pour mettre en avant la Cross Guild, ton projet, ton entreprise. Et en fait, l'affiche phénoménale qu'on a eue il y a 2 chapitres, bah en fait, ça devait pas être ça à la base. C'est les hommes de Baggy qui ont cru, parce qu'eux, ils sont complètement cons eux aussi, que Baggy c'était le boss, alors ils l'ont mis en avant. Mais sauf que Crocodile, ça lui va pas, il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, mais tu t'es bien foutu de ma gueule. Donc Baggy lui dit, mais Croco, putain, c'est mes hommes, ils sont trop cons. Ils ont cru que j'étais le boss. Ils me respectent trop. Moi aussi, j'ai paniqué. Alors, en fait, les mecs, quand ils ont montré à Baggy la gueule de l'affiche, ils lui ont dit tout de suite, Baggy, elle ressemble à celle d'affiche, on l'a déjà publiée partout. Hein?
Les mecs, ils l'ont pas concerté, ils en ont rien à foutre. Ils ont mis Crocodile trop classe, Baggy, Mihawk trop classe, Baggy trop classe. Allez, ça part en publication dans le monde entier. Allez! Sauf que ça met dans la merde quand pas possible Baggy. Et encore, on a de la chance, c'est que, on le verra plus tard, Mihawk et Crocodile, qui sont des gens très intelligents, etc., vont utiliser le fait que Baggy ait pris cette place-là pour se servir de lui et se servir de lui comme couverture, en fait. Hein. S'il y en a un qui doit être le plus en danger, ça sera lui et puis basta, quoi. Ensuite, on a un plan sur les marines assez cool. Les marines qui découvrent du coup Cross Guild et qui nous dévoilent les primes des 3 membres de Cross Guild, en commençant par Sir Crocodile, 1,965 milliards de berries pour l'ancien corsaire, et qui a une prime en fait qui est phénoménale, tout simplement parce que c'est un mec qui avait déjà créé Baroque Works, c'est un mec hyper intelligent pour fonder des entreprises très puissantes, enfin des trucs voilà, parce que c'est un monsieur Crocodile, en plus d'avoir un fruit du démon très fort. Ensuite, Mihawk, le plus impressionnant, 3,590 milliards de berries. C'est phénoménal. J'avais cette musique, on est en plein dans Buggy et tout, sympa. Non, c'est phénoménal. 3,590 milliards. Il a plus que Luffy qui a battu Kaido, les gars. Hein? Alors qu'il est tout seul, qu'il n'a pas d'équipage. Que le mec, les mecs qui étaient avec lui, c'est des babouins. Hein? Bon, mais le seul truc, c'est qu'on sait que le mec, il surpasse les talents au sabre de Shanks. Ça veut pas dire qu'il est plus puissant que Shanks. Ça veut dire que le sabreur le plus puissant du monde, ça nous l'est confirmé là. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec tous les abrutis de youtubeurs influenceurs One Piece qui sont là. Non, mais Shanks, il est meilleur au sabre que Mihawk a craché sur Mihawk. Non. Depuis que Zoro, East Blue, il a croisé Mihawk, ça nous est dit, noir sur blanc, le plus grand sabreur de l'univers de One Piece, c'est Dracul Mihawk. Et personne d'autre. Celui qui maîtrise le plus l'art du sabre, c'est Dracul Mihawk et personne d'autre. D'accord? Pour qu'il puisse avoir une rivalité avec Shanks, personnellement, je pense que Mihawk a l'acquis des rois. C'est d'ailleurs ce qui lui permet, ce qui à mon avis fait que l'acquis des rois est quelque chose de très important pour pouvoir, avec la maîtrise du sabre et le acquis de l'armement, changer un sabre en sabre noir. Peut-être ce qui explique pourquoi Zoro n'a pas encore réussi et Shanks non plus. Ils n'ont pas encore la maîtrise assez forte du sabre. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que Shanks est moins fort que Mihawk. Non. Pour moi, Shanks est bien plus puissant que Mihawk. Pas bien plus, il est plus puissant que Mihawk. Grâce à son acquis. Parce que je pense qu'il a une meilleure technique du acquis. Je pense qu'il a une meilleure maîtrise de son acquis. Parce que je pense qu'il est un équipage. Parce que je pense qu'il n'est pas seul. Mais Mihawk est l'un des personnages les plus puissants de l'univers One Piece. Et il est temps que tous ceux qui n'arrivent pas à l'accepter l'acceptent. Ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant qu'un tel ou tel. Non, il est juste parmi les plus puissants du monde de One Piece. Et depuis East Blue, ça vous l'est dit. Alors depuis 20 ans, vous le refusez de l'accepter. Roda vous remet une claque en vous disant « Ça fait 20 ans, acceptez maintenant !» Je voulais écrire noir sur blanc. Au sabre, il est meilleur que Shanks le Roux. Vous êtes tous des bandeurs de Shanks le Roux, donc acceptez-le. Je vous dis pas qu'il est plus puissant que ça, je vous dis juste dans une catégorie, il a une capacité où il est injouable. Point. Et Baggy le clown ensuite, pour continuer, 3,189 milliards de berries. Bah, bien joué à lui, parce que bien joué à ses hommes, hein, parce qu'en réalité, ces hommes, en le foutant, en faisant l'affiche comme ils l'ont fait, ils lui ont foutu une prime sur la tête plus haute que celle de Luffy, et il est devenu empereur. Voilà. Voilà. Bon, super. Super. Ça n'a aucun sens. Fait quelle fraude, mais quelle fraude. Moi, ça me termine. 3,189 milliards de berries pour... Vous vous rendez compte que si la prime de Barbier Noir est toujours plafonnée à 2 milliards, là, comme il était, c'est celui des 4 empereurs qui a la prime la plus faible. Avec le fruit des ténèbres,
et le fruit du Temple Blanc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors on revient ensuite dans le chapiteau de Baggy, avec Baggy qui lui dit « Je suis désolé, franchement, mais s'il vous plaît, je vous dis 1000 fois pardon, je vais vous lécher les chaussures, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et là on a Mihawk du coup qui dit ce que je vous disais. En même temps, selon la façon dont on voit les choses, on le laisse avoir toute la renommée, c'est pas si con. Moi, je souhaite pas devenir empereur, j'aspire à une vie tranquille. Donc déjà confirmation, c'est que Mihawk aurait pu devenir empereur. C'est juste qu'il ne le souhaite pas. Ça c'est quelque chose d'important à savoir. Et bah, ça ne me surprend pas. En réalité, quand on est comme moi, quelqu'un qui depuis 20 ans a accepté le fait que ce mec est le plus puissant sabreur de tout l'univers de One Piece, eh ben ça choque pas de se dire bon mais il a une prime phénoménale, il pourrait être un empereur. Ça choque pas. Maintenant c'est vrai que s'il avait été empereur, en fait ce qui est cool, c'est que comme je vous ai dit plein de fois, les primes ne représentent pas une puissance. D'accord, que de la puissance. En réalité, avec Mihawk, c'est un peu le cas. C'est une des rares exceptions parce qu'il est tout seul. Vu qu'il n'a pas d'équipage, vu qu'il n'a pas d'entreprise, vu qu'il n'a rien, bah, qu'il ait une prime aussi haute tout seul, c'est un peu révélateur de sa propre puissance pour lui. Là où pour des gens qui ont des équipages, des entreprises, des territoires, des flottes, des amis, des alliés, etc., c'est différent. Ce qui est cool, c'est ce que représentent les primes et la complexité des primes. Maintenant, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que Mihawk gagne un peu de primes avec Cross Guild? Donc, est-ce qu'il était déjà à 3 milliards et il prend 500 millions de plus avec Cross Guild? Est-ce qu'il était à 2,5 milliards tout seul et prend 1 milliard avec Cross Guild? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Crocodile, Mihawk et Baggy ont des primes phénoménales. Et que Cross Guild, du coup, a, avec Crocodile, qui a, on va dire, arrondir à 2 milliards, Mihawk à 3 milliards 5, déjà ils sont à 5 milliards, et quand on rajoute cette flotte de Baggy, ils sont à presque 8 milliards aussi, hein, ce qui est incroyable, qu'ils ont des hommes et des mercenaires en dessous d'eux, qu'ils ont des business en dessous d'eux, donc Cross Guild devient aussi très 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 puissant. Hein. On continue, Crocodile qui dit sérieux, c'est vrai, donc Mihawk qui en s'en allant dit oh, on a qu'à se servir de lui, il va encaisser les coups à notre place, et puis s'il commence à nous faire chier, on le tue, de toute façon il est bien plus faible que nous. Crocodile qui dit ouais c'est pas mal, c'est pas bête. Et ensuite il se présente. Donc Baggy qui va être juste la figure de proue du projet se met en avant et dit à ses hommes écoutez-moi bien, le bouleversement arrive, préparez-vous, c'est le début d'une nouvelle ère, j'ai décidé de créer Cross Guild. Ah, nous on le sait mais les blaireaux en bas ne le savent pas, donc eux ils vont gober encore ce mensonge. Et je vais vous présenter les principaux piliers de Cross Guild. Sœur Crocodile, Seigneur Mihawk, voilà. Et on a cette case au milieu qui est trop drôle, c'est qu'on est encore dans ce délire d'affiche avec Crocodile à droite, Mihawk à gauche et Baggy au milieu, mais sauf que là on a le Baggy réel, quoi. On n'a pas le Baggy dessiné par ces hommes qui le prennent pour un phénomène, un mec, un puissant de ce monde. Non, t'as le réel Baggy qui est là avec un tout sourire et en train de pleurer, il est en train de se dire mais ma vie est fichue. Dès que s'ils vont plus vouloir de moi, je vais me faire foudroyer. Genre, moi ça me fait trop rire ce contraste, quoi. Genre parce que je suis sûr que cette case d'Oda avec les 3 mis côte à côte comme ça, c'est pour reprendre l'affiche pour faire un clin d'œil. J'en suis persuadé. Et ensuite on arrive sur la fin du chapitre, les révolutionnaires. C'est pour ça que ce chapitre est incroyable parce que je trouve qu'Oda il a montré des trucs, il nous a appris des trucs, il nous donne des primes, il nous donne des trucs phénoménaux. Paf, 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 je vous donne à manger comme vous en avez jamais eu pendant un long moment. Mam, gavez-vous. Et puis s'il faut, tous les chapitres qui suivent, après, on va rien avoir. Mais là, il nous a donné à manger, mais c'est génial ce qu'il nous a donné à manger. Donc, on voit Koala qui se tourmente parce que Koala, eh ben, elle est pas bien pour Sabo. Moi, je suis désolé, Oda a beau dire, je vous l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas de romance dans One Piece, je suis persuadé que Koala et Sabo, oui, je suis persuadé qu'il y a une romance cachée, comme toutes les romances cachées que je trouve dans One Piece. Après, c'est bien sûr personnel, hein. Je vous dis pas il y a des romances dans One Piece, je vous dis juste personnellement, quand je regarde One Piece, je trouve qu'il y a quand même des personnages, bon, c'est caché, mais pour moi, il y a romance derrière la forêt, derrière la fougère, bien caché, bien discret.
On voit les révolutionnaires, les commandants qui se sont retrouvés. Hein. On voit celui, le corbeau, la grosse top, là, l'ingénieur, Koala, celle avec le drapeau. J'ai plus leur nom, je suis désolé. Qui se retrouvent et tout, qui parlent de sabots, etc. Koala va ensuite voir Dragon. Putain, on voit Dragon, les mecs! On voit Dragon! Putain, il a un charisme incroyable. Hein. Et la Dragon qui nous dit Sabot est certainement indemne. Mais s'il a vraiment tué Cobra, je pourrais pas lui pardonner, peu importe la raison. Ce qui est cool, c'est que ça prouve que les révolutionnaires, ils tuent pas des seigneurs. Les mecs, ils donnent la possibilité au peuple de changer les choses. Ils sont pas là pour buter des rois et en mettre un autre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Les révolutionnaires dragons, ce qu'ils font, c'est on va voir des peuples opprimés, on vous aide, on vous obtient des armes, on vous donne du courage, on vous encourage, machin, mais on vous tue pas votre roi pour en foutre un autre et que ça change rien, machin bidule. Ok? Et il met un coup de pression à Sabot, putain! Je sais pas si Sabot a vraiment tué Cobra, je sais pas ce qu'il va lui faire, mais est-ce qu'il va le virer des révolutionnaires? Est-ce que... Bon, le truc c'est qu'à côté on avait eu le chapitre où Sabot est devenu l'empereur des flammes, donc il est devenu pour les peuples qui se révoltent, il est devenu aussi important que Dragon, voire plus. Bon bref, c'est un bordel. Et là, cette case incroyable avec cette silhouette de Dragon qui est... Bon, quel charisme. Et devant lui, Kuma, qui est là, qui a l'air plutôt en bonne santé. Est-ce qu'il a eu le temps d'être réparé par l'ingénieur des révolutionnaires? Il lui demande, Dragon, ce qu'il a vu. Kuma lui dit, à vos ordres. Donc, est-ce qu'au prochain chapitre, on va voir ce qu'il a vu? Imaginez, on a des révélations de ouf. Est-ce que Kuma a pu voir beaucoup d'esclaves? Est-ce que Kuma a pu voir peut-être des trucs top secrets? Bon, on sait pas. Et là, le Dendenmushi des révolutionnaires qui sonne. On voit la marine qui est en urgence 10. Communication imminente sur le royaume de Ivankov, là, de Keletrav. C'est peut-être Sabot, enregistré tout de suite. Papapi, patata, tatati, tatata, service de communication, machin. Gacha, allô, ici Koala. C'est moi, Sabot. Paf, fin du chapitre. Mais Oda, il est trop fort. Là, on a juste envie, c'est au prochain chapitre, tu nous fais la suite. Mais on le connaît, notre cher Oda, s'il faut, au prochain chapitre, il va pas nous donner la suite. Il va nous donner les Mugiwara en train de pêcher sur le Sunny. Et je serais tout à fait heureux, parce que ça fait des années que je les ai pas vus pêcher et faire les cons. Hein? Vous vous souvenez, ces scènes où on voit Zoro qui dort comme ça sur le Sunny, Sanji qui est en train de faire « Robin d'amour, d'amis d'amour, je vous ai fait des cocktails. » Hein? Moi, je serais trop heureux de les voir, ça fait des années que je les ai pas vus comme ça. Hein? Hein? Eh bordel, donne-moi la suite. Là, je vous le dis. Ce qui est cool, ce qui est cool, c'est que c'est un chapitre où quand il a commencé à donner à manger, il a fini. Il a mis les primes, bam, c'est fini, je vous ai donné les primes, vous avez kiffé, on passe à Crossguild. Je vous ai donné Crossguild, bam. Voilà, c'est fini, vous avez vu les primes, vous avez vu comment ça se passe, vous avez vu les magouilles, vous avez vu tous les côtés cocasses, tout le bordel que c'est. Voilà, vous avez vu que Baggy c'est une fraude, bien, c'est fini. On passe aux révolutionnaires. Maintenant, est-ce que les révolutionnaires, il va prendre le prochain chapitre, le début du prochain chapitre ou le prochain chapitre pour nous faire la suite? Maintenant, à voir. Est-ce que c'est vraiment Sabot? Est-ce que c'est pas Sabot? Est-ce que c'est Kataranian Devon qui, avec, vous savez, son fruit... Mais qu'est-ce qu'elle a comme fruit? Le renard à 9 queues, ou je sais plus ce qu'elle a, le kitsune, ou je sais plus ce qu'elle a. Elle peut prendre l'apparence, elle peut prendre la voix, on l'avait vu le faire avec Absalom, souvenez-vous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment Sabot? Bon. Eh bien, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un chapitre, moi, que j'ai adoré. Je suis persuadé que vous l'avez adoré. Moi, c'est un chapitre, si je devais mettre des notes de 0 à 5, c'est un chapitre pour moi 5 sur 5. On a les primes. On voit que la marine sont cons, que Baggy et ses hommes sont tous débiles. On voit à quel point Crocodile et Miwok sont charismatiques et sont puissants. On voit les primes des Mugi. On voit des scènes comiques. On a le Haki des rois de Nami. Effet comique, ou est-ce qu'il faut le retenir sur le côté? Bon, on a tout ce que Oda fait de bien. C'est un chapitre, moi, que j'adore. Voilà, il y a une double page avec la tête de Baggy, ce magnifique sabre noir de Miwok. Enfin, c'est génial à suivre. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré vous faire cette critique. Je suis désolé, je suis un peu mou. J'espère qu'elle vous aura plu.
elle sort juste après le 1057. Donc bien sûr, si vous voulez voir la critique et analyse du chapitre 1057 qui est sorti hier, je vous mets par là à gauche ou à droite, allez on va dire ici, je vous mets le lien pour aller voir la critique et analyse du chapitre 1057. Vous pouvez vous abonner ici ou par là, hein, il y aura ma tête. Abonnez-vous si ça coûte rien. Laissez un pouce bleu, ça coûte rien. Et puis les commentaires sont là, soyez respectueux. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, vous avez le droit d'être pas d'accord entre vous, mais soyez respectueux en donnant vos avis dans les commentaires. Je vous dis salut tout le monde, ciao ciao, et on se retrouve. Je crois qu'il y a une pause cette semaine, malheureusement. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1059. Salut tout le monde, ciao ciao, bisous.